Merci. Mes remerciements tout d'abord à Daniel Bélan pour l'invitation. C'est une invitation, c'est un honneur d'être le conférencier d'honneur. Donc, c'est une invitation que j'apprécie beaucoup. Et je vais essayer de... Il y a beaucoup de choses qui ont été dites en 2 jours. Et ma première idée, c'était d'essayer de faire une espèce de wrap-up en retenant un peu ce que tout le monde avait dit. Puis là, je me suis dit, non, c'est trop risqué d'improviser quand on ne sait pas vraiment ce qui va sortir. Et donc, j'ai préparé, j'ai réfléchi à ce qu'on peut penser du fédéralisme aujourd'hui. Et comme le disait Keith dans le panel qui précède, on n'est pas dans l'ère des grandes manœuvres. On est plutôt dans l'ère des petites manœuvres ou des ajustements, des tensions. C'est pour ça que j'ai intitulé la conférence « Naviguer à vue, le fédéralisme canadien au 21e siècle ». Ça ne veut pas dire qu'on improvise nécessairement, mais il n'y a pas de grand plan d'ensemble et il n'y a pas non plus d'automatisme. Donc, ça va être une espèce de bilan que je vais faire du fédéralisme canadien. La structure, c'est pas une structure à laquelle j'ai pensé spontanément, mais après avoir préparé mes diapositives, je me suis dit que finalement, ça ressemblait un peu à ça. Symptômes en premier, donc des constats. Diagnostic, qu'est-ce qui explique les constats qu'on a vus, et traitement par la suite. D'ailleurs, je me disais, on aurait peut-être dû mettre Dr Noël sur la petite affichette, là, mais un docteur en sciences politiques, c'est meilleur dans les symptômes et le diagnostic que dans les traitements. En général, donc je vous demande de ne pas garder vos attentes relativement basses, parce que quand on va arriver au traitement, il sera plus un point d'interrogation ou plusieurs points d'interrogation qu'une solution. C'est comme une sorte de... J'imagine que les médecins aussi, quand ils ont affaire à des maladies chroniques, ils ont des traitements qui sont relativement... qui prolongent la situation un peu. Donc, symptômes, premier point. Et pour ouvrir cette... je ne l'ai pas mentionné, mais évidemment, pour les questions, si vous voulez poser des questions en anglais, je répondrai en anglais. Mais j'ai jugé bon de faire la présentation en français. Les interprètes m'ont demandé de ne pas parler trop rapidement. Je viens juste me rappeler de ça. Je vais essayer de le faire. Mais pour ceux qui sont moins à l'aise en français, il y a beaucoup d'images et de graphiques, et donc ça va compenser. Donc, symptômes. Une étudiante dans mon séminaire de maîtrise sur les politiques sociales a écrit cette semaine, pendant que je préparais mon cours, il y a un logiciel qui permet aux étudiants de commenter en ligne les textes qu'ils doivent lire, qui s'appelle Perusall, et tous les autres voient les commentaires, et ils peuvent commenter sur les commentaires, etc. Et j'ai trouvé cette remarque-là, qui n'a absolument pas rapport à notre colloque, là, mais très intéressante. Elle écrit, puis je garde son anonymat parce que je ne lui ai pas demandé la permission. Là. Si on se pense bon, pourquoi s'améliorer? J'ai trouvé ça, je pense que c'est un peu le thème de ma présentation. Et ce qui me... Le lien que je fais avec si on se pense bon, c'est une référence à un article que sûrement plusieurs d'entre vous ont vu de Nicolas Christophe dans le New York Times, paru au début de février. Et bon, c'est le genre d'article qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, probablement plus au Canada qu'aux États-Unis. Thank God for Canada, our boring neighbor is a moral leader of the free world. Moral leader, c'est quand même un concept. Bon, on comprend la position de Christophe qui, vu de New York, le Canada paraît assez positivement. Donc, la situation économique, la situation politique actuellement aux États-Unis et dans plusieurs pays fait paraître le Canada bien. Mais la question que je me suis posée et que je me pose avec vous, c'est est-ce qu'on est si moral leader que ça? Peut-être un peu sur certains plans, mais gardons à l'esprit, si on se pense bon, pourquoi s'améliorer? Donc, on a parlé de l'énergie tout à l'heure. Ce n'est pas mon rayon, mon champ d'expertise vraiment, mais tout de même, force est de constater qu'on ne fait pas ça. C'est des données qui viennent d'une organisation qui s'appelle Climate Transparency, qui présente des données comparatives sur les émissions de gaz à effet de serre per capita dans les pays du G20.
Et dans les pays du G20, il y a seulement l'Arabie saoudite qui fait pire que nous. Et donc, bon, c'est sûr que on entendait plus tôt aujourd'hui, puis j'ai entendu hier aussi, le Canada, à lui seul, ne peut pas changer la demande globale pour les produits pétroliers. Et donc, puisque c'est comme ça, on ne peut rien faire et on ne fait rien. Et de fait, on ne fait pas grand-chose, effectivement, parce qu'il y a une petite flèche qui descend là, pour le Canada, mais le fait qu'on est sur le zéro, la ligne du zéro, ça veut dire que notre situation, on est des gros émetteurs et on ne s'améliore pas. Et évidemment, c'est vrai que le Canada seul ne va pas changer la demande mondiale pour les produits pétroliers, mais on peut dire la même chose de toutes les décisions qu'on prend dans notre vie quotidienne, manger un peu moins de viande, faire attention à l'énergie qu'on consomme, etc. À nous seuls, on ne change pas la demande de viande au Canada, ou encore moins dans le monde, mais on peut quand même juger que c'est un comportement éthique à adopter dans les circonstances. Donc, en tout cas, sur ce plan-là, le Canada n'est pas un moral leader of the free world, ou même of the not free world, parce qu'on a l'Arabie saoudite ici. Donc, ça, c'est numéro 1. Numéro 2, là, j'arrive plus dans les questions sur lesquelles je travaille plus régulièrement. C'est un petit graphique que j'ai fait moi-même. C'est la preuve que je travaille là-dessus. J'ai retenu 7 pays. 7, je pense. 7 pays parce que je ne voulais pas trop... Ah, j'ai oublié de passer mon timer, ça va mal. Je ne voulais pas que ce soit trop embrouillé. Mais ça donne une bonne idée quand même. Et ici, c'est l'indicateur des inégalités, l'indicateur classique des inégalités, le Gini, qui varie de 0, 13, une situation parfaitement égalitaire, à 1, situation parfaitement inégalitaire. Et de façon non surprenante, dans le petit échantillon de pays que j'ai retenu, les États-Unis, en haut, sont le pays le plus inégalitaire, suivi du Royaume-Uni, ce qui n'est pas non plus très surprenant. Et le Canada vient ensuite plus inégalitaire que tous les autres pays que j'ai retenus ici, mais si j'aurais pu ajouter plein de pays, puis les lignes auraient été un peu embrouillées dans le bas. Là. Les pays européens sont en général de l'Europe continentale, sont en général moins inégalitaires que le Canada. On peut voir aussi sur ce graphique-là, j'ai parlé de ça dans une chronique récente de Options politiques, que la Suède fait moins bien qu'avant. Donc, c'est la ligne bleue. La ligne bleue. Donc, les inégalités ont augmenté en Suède. Et on peut voir également, et ça, je l'ai mis, je trouvais ça intéressant de le mettre, la Belgique, cette fédération où tout va mal, qui est très décentralisée, qui rivalise avec nous pour le titre du pays le plus décentralisé au monde. Sur ce plan-là, la Belgique fait très bien. Les inégalités ne sont pas très prononcées en Belgique. Point de vue complémentaire, le taux de pauvreté après impôts et transferts, en retenant la mesure de faible revenu, qui est la mesure la plus classique, qui est la seule, en fait, qui nous permet de comparer les pays entre eux. Donc, c'est la proportion de personnes qui ont moins que la moitié du revenu médian pour vivre, après impôts et transferts. Et là, évidemment, les champions, c'est encore une fois les États-Unis, mais la médaille d'argent dans notre petit groupe de pays est récoltée cette fois-ci par le Canada, qui fait moins bien que le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, on voit après 2007, là, il y a eu une baisse de la pauvreté. C'est vraiment, quand je parle de ça à mes étudiants, c'est l'effet Tony Blair. Il y a quand même eu vraiment, le New Labour a fait une différence. Et les autres pays dont on parle déjà, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, la France, la Suède, ont moins de pauvreté. Donc, pays gros producteurs de gaz à effet de serre, pays relativement inégalitaires, pays qui tolèrent un niveau de pauvreté relativement élevé. Et là, c'est le pire du pire. Cette pauvreté-là, elle est particulièrement dure pour les peuples autochtones. Ici, on peut parler de ça longuement si vous voulez dans les échanges par la suite, mais ce n'est pas la même mesure de la pauvreté, c'est les seuils de faible revenu de Statistique Canada, la seule mesure qu'on a pour les Autochtones. C'est une mesure
vraiment mauvaise. En fait, le gouvernement fédéral l'a à peu près abandonnée, mais c'est la seule qu'on a. Et ce qu'on voit, c'est que l'écart entre la pauvreté, le gap entre la pauvreté de la population générale et celle des peuples autochtones est toujours très élevé. Et il est particulièrement élevé dans les deux provinces, Manitoba et Saskatchewan, où la population autochtone est la plus importante. Et donc, en tout cas, il y a peut-être des raisons pour ça, là, mais dans l'Ouest, de façon générale, c'est assez élevé. Mais au Manitoba et en Saskatchewan, c'est plus élevé. Et quand on va au Manitoba et à Saskatchewan, on peut le constater de visu. Donc, un problème réel de pauvreté qui frappe notamment les peuples autochtones. Ceci étant dit, ça, j'ai rajouté ça. Hier soir, en rentrant à la maison, j'ai eu comme un petit remords. Je me suis dit, mais quand même, les choses s'améliorent un peu. Si on mesure le taux de pauvreté au Canada par la mesure du panier de consommation, qui est la nouvelle mesure c'est dorénavant la mesure officielle de la pauvreté au Canada, le gouvernement Trudeau en a fait la mesure officielle, c'est une très bonne mesure qui n'est pas influencée par l'évolution du revenu médian. Et donc, c'est simplement influencé par la capacité qu'ont les gens à se procurer les biens essentiels dans la région du pays où ils vivent. Mais c'est une très bonne mesure, mais qui ne permet pas de nous comparer à la Suède ou aux États-Unis. Donc, c'est une mesure qui est bonne pour nous comparer à nous-mêmes ou entre les provinces. Et ce qu'on voit là-dessus, c'est que en rouge, c'est pour toutes les personnes. En noir, c'est pour les moins de 18 ans, donc les enfants. La pauvreté, mesurée selon la MPC, a diminué entre 2006, l'année où les conservateurs ont pris le pouvoir, et aujourd'hui. Cette diminution-là, elle est attribuable, là, ça, je ne peux pas vous le démontrer, là, mais on sait qu'une bonne partie de cette diminution-là est attribuable à la croissance économique et au niveau d'emploi qu'on a connu dans les dernières années. Mais pour 2017, il y a vraiment... Ça, je pense que ça reste à démontrer parfaitement, mais il y a un effet allocation canadienne pour enfants. 2017, c'est la première année où cette allocation était en vigueur 12 mois, et ça a eu un effet. On voit le taux de pauvreté des enfants, et ça, ce n'est pas la croissance économique, là. Les lignes se croisent. Le taux de pauvreté des enfants passe sous le taux de toutes les personnes, ce qui était déjà le cas au Québec, mais qui n'était pas le cas ailleurs au Canada. Et donc... symptômes, mais aussi bons coups de temps en temps. Il y a des choses qu'on fait bien. Et moi, je dirais que quand ce sera l'heure de faire le bilan du gouvernement Trudeau, ne serait-ce que pour cette mesure, ils pourront être fiers d'avoir réalisé quelque chose qui fait vraiment une différence dans la vie des Canadiens. Mais on n'est pas parfait. Et donc, par rapport au reste du monde, j'ai parlé de la pauvreté des peuples autochtones, la pauvreté au Canada, la pauvreté des enfants. Mais qu'est-ce qu'on fait pour la pauvreté mondiale, c'est-à-dire le développement international? Et là, également, on n'est pas dans les champions. Canada is back, not in international development assistance. Et encore, j'ai pas eu le temps de regarder en détail le budget qui a été annoncé cette semaine, mais je pense que les améliorations sont prévues pour 2024. Et donc, on n'est pas encore là. On n'est pas encore back. Le taux, le pourcentage du PIB qui est consacré à l'international par le Canada est parmi en bas de la moyenne des pays donateurs d'aide et qui nous classe parmi les pays moins généreux, qui sont souvent aussi des pays moins riches que nous. Que la Grèce ne soit pas très généreuse en aide internationale, ça se comprend quand même. Pour le Canada, c'est moins reluisant. Surprise dans ce petit graphique, la position, parce qu'il y a toujours les pays nordiques, les Pays-Bas qui sont depuis très longtemps, j'ai travaillé là-dessus avec Jean-Philippe Terrien dans les années 90, c'était les champions déjà, mais il y a un nouveau champion qui est le Royaume-Uni, qui prouve que même un pays comme nous peut s'améliorer quand on se compare. Donc, aide au développement. Maintenant, on a vu plein de... Là, vous me direz, quel rapport avec le fédéralisme? J'y arrive. Il y a des tensions également dans la Fédération canadienne. On l'a vu, le portrait que Andrew et Keith ont tracé, c'est un portrait, somme toute, positif.
Chacun a ses préoccupations, mais ça ne va pas trop mal. Il y a un sondage qui est sorti, fait par Angus Reid, qui est en février, je pense. C'est sorti en février, puis je pense que les données ont été récoltées en janvier, probablement, qui demandait aux répondants quelles étaient leur attitude. Est-ce qu'ils estimaient, qu'ils leur demandaient de choisir la province qu'ils estimaient la plus amicale envers eux ou la plus proche d'eux. Et au Québec, presque naturellement, les gens ont hésité entre l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. C'est les voisins. Et donc, on a dit, bon, on est plus proche de nos voisins que de nos lointains voisins. Mais ce qui ressort de ce sondage-là, c'est que le Québec n'est le choix de personne. Les Ontariens, qui sont quand même pas trop loin, sont à 12 on dit « Ah, moi, on a un bon sentiment envers le Québec ». En Alberta, c'était 1 donc, probablement que c'est les Franco-Albertains. J'imagine, je ne vois pas d'autre monde. Et donc, ça démontre qu'il y a quand même, puis on l'a vu dans les données de tout à l'heure, des tensions importantes dans la fédération. Autre point de vue complémentaire, est-ce qu'il y a des provinces que vous estimez particulièrement inamicales envers la vôtre? Et là, encore, le Québec est le champion. En Alberta, 80 des Albertains pensent que c'est le Québec qui est vraiment la province la plus inamicale. En Saskatchewan, c'est très fort aussi. En Ontario, où on est quand même plus aimé, c'est 56 qui pensent que c'est le Québec qui est le plus inamical. Donc, il y a une tension dans la Fédération canadienne qui est une tension... C'est pas 10 provinces, 3 territoires. Il y a une tension constitutive entre le Québec et le reste du Canada, donc qu'on peut voir dans ce graphique-là. Tout ça, évidemment, c'est relativement... c'est contrôlé. Tout ça se fait poliment, mais on ne s'aime pas trop. Bon, ça... Comment se surprendre de ce résultat-là? Est-ce qu'il y aurait une province, par hasard, selon vous, là, qui en reçoit plus que les autres? Et là, le Québec est encore une fois le champion de toute catégorie. 53 des Canadiens pensent que c'est le Québec qui en reçoit davantage. En général, les Québécois ne pensent pas ça, ou en tout cas, il y en a quand même, il y a 20 des Québécois qui pensent ça, mais c'est surtout les Canadiens ailleurs au Canada qui pensent que le Québec en reçoit trop. Donc, des tensions. Et là, je vais citer mon ami et collègue Mike Medeiros, qui, dans un article d'Option politique, mais également un article scientifique qui était paru avant, a fait le bilan. Mike s'intéresse beaucoup aux relations entre francophones et anglophones au Canada, et il trouve que, et pour moi c'est très intéressant, il trouve que finalement les relations entre les anglophones et les francophones, si on leur pose la question, c'est relativement cool, ça va bien. Les francophones sont sur l'échelle de 0 à 100, là, il dit 0 c'est je les haïs, puis 100 c'est je les adore. On est plus proche de je les adore que de je les haïs. Les francophones envers les anglophones, le score c'est 80, donc ça veut dire que les francophones pensent du bien des anglophones au Canada. Et les anglophones, pareillement, envers les francophones. C'est 78, donc c'est le même score essentiellement. Ces scores-là sont plus élevés qu'ils l'étaient il y a une quinzaine d'années. Et donc, ça veut dire qu'on s'aime bien, finalement. Mais dans le même travail, Mike vérifie les réponses à la question. Je vais la lire en anglais, parce que l'article de Mike est en anglais, puis je n'ai pas la version française exacte de la question, mais c'est une question qui sonne mieux en anglais aussi, quand même. Do you agree that we have gone too far in pushing bilingualism in Canada? Évidemment, poser la question comme ça, c'est un petit peu négatif, là. Mais quoi qu'il en soit, les francophones sont à 8 d'accord qu'on a été trop loin pour pousser le bilinguisme. En fait, les francophones, il faut bien le dire, là, parce que là, j'ai additionné les d'accord et très... d'accord et passablement d'accord, et très en désaccord et très en désaccord. Mais les francophones sont massivement très en désaccord avec cette idée-là. Et donc, ça, c'est pas seulement au Québec, c'est les francophones au Canada. Les anglophones et les allophones, il n'y a pas de différence significative, là. Ils sont au-dessus de 40 à penser qu'on a été trop loin
pour pousser le bilinguisme au Canada. Et là, on voit dans cette double attitude-là le fait que, sur le plan personnel, on s'entend bien, on ne saillit pas, ce qui est une bonne nouvelle, mais on a des réticences, pas tout le monde, parce que c'est 40% des anglophones, donc ça veut dire que c'est 40% des Canadiens anglophones, donc ça laisse quand même 60% à peu près, ou soit 55% qui trouvent que finalement, non, on n'a pas trop fait pour promouvoir le bilinguisme, on peut le voir comme ça, vers à moitié vide, vers à moitié plein. Mais il y a un groupe suffisamment, assez significatif de Canadiens anglophones qui n'haïssent pas les francophones, mais ils sont crinqués contre le bilinguisme. Ils n'aiment pas que les francophones assument du pouvoir ou tirent des avantages de leur situation. Et là, j'ai mis probablement les politiciens qui représentent cette proportion de l'électorat. C'est très difficile au Canada de se faire élire. C'est Richard Johnston qui a écrit là-dessus, qui a dû quitter. Là. Mais Richard Johnston a écrit la recette du Parti libéral pendant des années au 20e siècle. C'était d'avoir le vote des gens qui aiment le Canada au Québec et des gens qui sont plutôt francophiles au Canada ou qui aiment le Québec ou les francophones. Et ça laissait aux conservateurs la difficile conciliation des francophobes et des francophones. Donc, essayer d'avoir des votes au Québec, puis d'aller chercher des votes des gens qui n'aiment pas tellement le bilinguisme. Et donc, au niveau fédéral, cette question-là est largement réglée. Mais dans les provinces, l'équilibre est différent parce que tu peux gagner les élections en Ontario avec assez de votes des francophobes. Actuellement, c'est ce que les francophones ressentent en Ontario, au Nouveau-Brunswick, et probablement dans l'Ouest aussi, il y a un climat relativement hostile, non pas tellement sur le plan personnel, mais envers les institutions francophones. Donc, ça, c'est quelques-uns des symptômes. Évidemment, ça ne fait pas le tour de tout ce qu'on pourrait se reprocher, mais il y a des problèmes qui font en sorte que notre titre de Moral Leader of the World, of the Free World, est quand même peut-être un peu surfait. Diagnostic. Là, j'ai mis deux citations qui annoncent un peu ce qui suit. La première citation, c'est Justin Trudeau qui, le 31 mai 2017, entre 2 et 4 minutes après l'annonce du document de positionnement du gouvernement du Québec sur les relations intergouvernementales, qui est un document très, il faut bien le dire, là, la main tendue. C'est vraiment un document qui disait, on sait que vous n'aimez pas ça de parler de Constitution, mais on va essayer d'engager le début d'un processus de dialogue ou de conversation. Et 3 minutes après que le document a été rendu public, Justin Trudeau a dit « on ne rouvre pas la Constitution, fin de l'histoire, on n'en parle plus, c'est réglé ». Donc, ça veut dire qu'il y a un os, là, il y a un problème un problème qui dépasse la question constitutionnelle parce qu'il déteinte sur toutes les autres relations. C'est un problème qu'on ne veut pas considérer et ça nuit au reste. La deuxième citation, qui est une sorte de pendant québécois à certains égards, en tout cas. Mario Dumont, cette semaine, ou la semaine passée, je pense, dans sa chronique au Journal de Montréal, écrivait, le titre de la chronique, c'était « Le Québec comme souverain ». Mario Dumont disait, selon moi, dans la psychologie collective des Québécois, la souveraineté est déjà faite. Et je pense qu'il a largement raison. Évidemment, ce n'est pas facile de démontrer ça. Mais moi, ça m'est arrivé très souvent d'être dans des occasions un peu moins augustes que celle-ci aujourd'hui. Mais faire des conférences à des organisations syndicales, des mouvements communautaires, puis sur les politiques sociales souvent, puis
de commencer dans ma conférence en disant, mais n'oubliez pas qu'on est dans le Canada, puis qu'il y a des compétences qui relèvent du gouvernement fédéral. Puis les gens disaient, ah, ouais, pourquoi on parle de ça? C'est dérangeant pour les auditeurs. Ils ne voulaient pas en entendre parler. Et le Québec a très souvent tendance à s'imaginer souverain. Il l'est en grande partie souverain aussi. Corollaire de cette attitude, ça veut dire qu'on ne se sent pas très lié au reste du Canada. Et donc, et ça, évidemment, les Canadiens le perçoivent, puisque les autres non plus ne se sentent pas très liés au Québec. Bref, il y a des problèmes irrésolus. Évidemment, là, je ne referai pas toute l'histoire, et j'ai mis ça en une diapositive pour vous épargner, mais il y a un long contentieux constitutionnel qui n'est pas réglé et qui, pour les gens de ma génération, a été marquant. A été marquant dans le sens où on a vécu à travers un grand moment où le Canada cherchait à se définir. Et ce grand moment-là s'est conclu sans réellement se conclure sur une redéfinition du Canada qui faisait l'affaire d'une majorité, mais pas de tout le monde. Donc, l'acte constitutionnel de 1982, l'accord du Lac-Meach. Là, j'ai mis en bleu des développements dont on parle moins, mais que j'estime plutôt positifs. Je vais revenir là-dessus. Ah, puis il en manque, évidemment. Là. Mais donc, Meach, Charlottetown, des échecs. Référendum sur la souveraineté, un échec à sa façon aussi. Surtout la conclusion du référendum. Renvoi relatif à la sécession du Québec, la Cour suprême, un succès, à mon avis, surtout quand on regarde le travail que font les cours espagnols. On dit quand même la Cour suprême au Canada a été audacieuse et éclairée de parler d'un droit de parler de l'obligation de négocier, de reconnaître les résultats d'un référendum et de négocier advenant un vote majoritaire clair à une question claire. Là, il y avait cette question-là. Donc, j'ai mis ça en bleu. Entente Canada-Québec relative au marché du travail, c'est dans les années qui ont suivi le référendum de 1995. Ça faisait partie du plan A. Donc, une décentralisation des mesures de formation de la main-d'œuvre, dont le Québec a bien profité pour réformer son système. Entente cadre sur l'union sociale, ça, je ne peux pas m'empêcher de le mettre parce que j'ai consacré quand même quelques mois de ma vie à cette question-là, à faire l'argument contre des gens qui étaient en désaccord, que tout ça, ça n'allait pas durer, que c'était une manœuvre pour fermer le dossier, mais que dans le fond, on ne créait rien de nouveau. J'ai eu cette discussion-là avec Harvey Lazar à Queens très longtemps, et bon, je peux au moins me féliciter d'avoir eu raison, mais en même temps, ce que j'écris sur le sujet, bon, ça va rester peut-être comme c'est Marx qui parlait de la critique rongeuse des souris, là, ça va rester dans une note de bas de page, peut-être quelque part, mais on n'entend plus parler de ça. Mais il était question, dans l'entente cadre sur l'union sociale, du pouvoir de dépenser, dont on a parlé hier et sur lequel je reviendrai. Loi sur la clarté référendaire qui a mis le couvercle un peu sur l'ouverture qu'avait prévue la Cour suprême. Je ne l'ai pas mis ici, mais je parlais de ça hier avec Jean Charest, et en 2004, il y a également eu l'entente l'entente, c'était un accord, c'était un communiqué de presse, en tout cas, il y a eu on a convenu, c'était Paul Martin qui était au pouvoir, d'installer le financement des soins de santé sur 10 ans avec 6 % d'indexation par année. C'est ce que, dans notre époque, c'est l'engagement le plus sincère et solide que le gouvernement fédéral a fait pour financer les soins de santé dans les provinces. On n'a pas réussi à renouveler, ou en tout cas pas véritablement renouveler cette entente-là, mais c'était quand même un bon coup. Un autre bon coup dont je suis toujours épaté de savoir qu'il n'y a jamais personne qui en parle, ni chez les fédéralistes au Québec, on en a très peu parlé. En 2005, toujours avec Paul Martin, le gouvernement fédéral et le Québec se sont entendus sur le régime québécois d'assurance parentale. C'est vraiment une des réformes les plus importantes du fédéralisme dans les années récentes. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne bien au Québec. Et
bon, moi, j'ai fait à un moment donné, le Mowat m'avait invité à Toronto, puis les Torontois qui étaient dans la salle disaient, oui, mais comment ça se fait que vous avez cette possibilité, un bon régime d'assurance parentale au Québec, mais on n'a pas ça au Canada? Bien, je dis, faites comme nous. Mais c'était impensable. Il n'y avait pas d'appétit pour suivre cette voie-là. Et en 2005, c'est un accord qui est mort parce que les conservateurs ont pris le pouvoir en 2006, mais toujours au crédit de Paul Martin, à Kelowna, Colombie-Britannique, toutes les provinces, tous les représentants des peuples autochtones et le gouvernement fédéral se sont entendus pour une stratégie commune pour réduire l'écart, close the gap entre l'Ontario, entre les peuples autochtones et le reste des Canadiens. Donc, je reprends mon ami Guy Laforêt qui parle d'un exil intérieur des Québécois dans la Fédération canadienne. Il y a comme un non réglé qui demeure. C'est-à-dire qu'on est capable de s'entendre sur l'assurance parentale, de s'entendre sur fermer le closing the gap avec les Autochtones, mais il y a un contentieux de longue date qui demeure irrésolu et ça se reflète à toutes sortes de moments. Et l'image suivante, c'est pour notre époque. Cette image-là, elle m'a tarabusté longtemps. C'est Jane Philpott, qui était alors ministre de la Santé du gouvernement de Justin Trudeau, qui, on ne la voit pas tellement, mais l'autre main, ça appartient à Mélanie Joly. Mélanie Joly qui donne un high five à Jane Philpott parce qu'elle a réussi à s'engager, à forcer le Québec, l'Ontario et l'Alberta à accepter de recevoir des transferts moindres en santé. Donc, on se félicitait d'avoir un peu coupé les vivres aux provinces et installer le financement de la santé sur une pente décroissante. Et ça relève, bon, ça relève pas juste de la situation avec le Québec, mais ça relève d'une espèce de conception du fédéralisme qui, à mon avis, défectueuse. Et d'ailleurs, parce qu'au-delà de la question constitutionnelle, je me suis beaucoup intéressé au début des années 2000. Je faisais partie de la commission sur le déséquilibre fiscal, donc on a travaillé sur cette question-là. Et il y a toujours, d'après moi, un déséquilibre fiscal entre les provinces et le fédéral. Et ça, c'est une projection qui vient du directeur parlementaire du budget, qui montre que, toutes choses égales par ailleurs, si les tendances actuelles se maintiennent, la dette fédérale va graduellement diminuer, en dépit du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce sens-là ces jours-ci. Et les provinces vont s'endetter. La bonne nouvelle pour les Québécois là-dedans, c'est que le directeur parlementaire du budget dit aussi que le Québec est la province qui a la situation la plus saine au point de vue des finances publiques sur une perspective de long terme. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a un déséquilibre entre les ressources disponibles à Ottawa et les ressources disponibles dans les provinces. Et M. Charest a parlé de ça hier avec passion, parce que c'est évidemment quelque chose qui a été important dans sa carrière comme premier ministre. Encore un peu de temps. J'étais à Queens. Quand on travaille sur le fédéralisme ou la politique canadienne, on va souvent à Queens. C'était même à un moment donné, ma conjointe pensait que j'avais quelqu'un à Queens. Pas à Queens, mais à Kingston, parce que j'étais rendu là souvent. Et lors d'un de ces nombreux colloques à Kingston, j'avais posé la question à un panel. J'avais dit, mais c'est quand même un problème que le Québec n'a pas signé la Constitution. Puis tous les panélistes avaient convenu que non, c'est pas un problème. Puis là, j'ai dit, oui, mais on ne peut pas réformer le Sénat, on ne peut pas changer les institutions. Ah, pas grave, on s'entend comme ça. Mais c'est quand même un problème. Donc, problème constitutionnel, problème de déséquilibre fiscal, problème d'incapacité de changer les institutions. Et là, ça, c'est mes petits dadas à moi, mais tantôt, on a vu que les inégalités sont importantes au Canada, mais ce n'est pas par hasard. C'est qu'on a également un État-providence. J'ai marqué anglophone, c'est parce que dans la littérature sur l'État-providence, on parle de l'English-speaking welfare state. C'est les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande,
qui ont un État-providence plutôt cheapo. Ça, c'est les données de l'OCDE qui montrent qui montrent le pourcentage de dépenses sociales publiques, donc les dépenses prises, encourues par les gouvernements, en pourcentage du PIB. Et c'est les données les plus récentes, là. Et ce qu'on voit là-dessus, c'est que le Canada, grand Dieu, le Canada est moins généreux que les États-Unis. Et là, j'ai eu cette discussion-là avec des experts. Tout le monde se disait, l'OCDE se trompe. J'ai écrit à Paris, à l'OCDE, j'ai fait toutes sortes de... pour voir un peu... Je me disais, ils ont oublié des affaires que les provinces font, mais ce n'est pas vraiment le cas. Le Canada dépense peu en comparaison. Une des raisons de ça, et ça, c'est une raison dont on n'a pas à rougir nécessairement, mais c'est qu'on n'est pas très généreux pour les retraités. Mais notre régime de retraite est très bon pour prévenir la pauvreté après 65 ans, mais il ne te donne pas la retraite Cadillac comme en Italie, où tu peux cumuler 4 retraites, ou en France, etc. Donc, c'est un régime sobre, mais efficace. Donc, ça, c'est une partie de l'explication. La santé, on est parmi ceux qui dépensent le plus, donc ce n'est pas vraiment l'explication. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé, pour en tirer les choses au clair, les dépenses sociales publiques en pourcentage du PIB en enlevant les retraites et la santé pour juste voir les autres affaires, l'aide sociale, les services sociaux, la formation de la main-d'œuvre, etc., etc. Et on retrouve le Canada quelque part en avant de la Slovaquie, donc dans les pays peu généreux. Et une autre façon de le voir, c'est... Là, je n'ai pas mis... Vous êtes obligé de vous fier à moi. Je n'ai pas mis les sous-titres là, sur ce que ces graphiques-là veulent dire, mais ce graphique-là, c'est la fiscalité, les revenus de l'État en pourcentage du PIB. Et donc, qu'est-ce que vous voulez au Canada? On dépense moins, largement parce qu'on récolte moins de revenus. Donc, on n'impose pas et on laisse chacun s'arranger. Et donc, c'est dommage. M. Fournier qui s'en va, j'avais une photo de lui dans ma diapositive qui s'en vient. Donc, les deux choses se connectent. Ici, vous avez la relation entre les efforts de dépenses publiques et la redistribution. Et le Canada est comme on le voit d'une certaine façon, dépense peu et obtient peu de résultats quand il s'agit de réduire les inégalités. Autre question sur laquelle j'ai travaillé, puis là, je ne pourrais pas trop m'étendre là-dessus, mais je veux au moins allumer cette idée, introduire cette idée-là. Je me suis intéressé à la relation entre, ça c'est pas publié, c'est des choses que j'ai commencé à faire, entre la taille des pays et la redistribution. Et la première affaire qu'on constate quand on fait ça, c'est que, puis ça, il y a des théories en sciences politiques qui datent d'assez long, des années 80 en fait, puis qui ont été reprises différemment. Les petits pays sont en général ils se concertent davantage, il y a plus de sentiments de solidarité, ils redistribuent plus. Les grands pays le font moins. Toutes choses égales par ailleurs. Et le Canada, ici, un graphique qui met en relation la population et la redistribution. Le Canada est comme... c'est un petit pays qui se comporte comme un grand pays. Et l'Allemagne, c'est un grand pays qui se comporte comme un petit pays. Donc, ce n'est pas une loi universelle, là, mais il y a un certain lien dont je reparlerai dans la partie... j'y arrive, la partie traitement. Avant de commencer de parler de traitement, je vous invite à lire la citation que vous avez là. C'est une citation de Wolfgang Streeck, qui est un sociologue allemand. Dans un livre de 2014, ça fait donc 5 ans que je me dis, je vais utiliser cette citation-là un jour. C'est trop utile. Tu sais. Et là, ça vient juste à point. I also think it is wrong to demand that someone who identifies a problem should immediately offer a solution as well. Problems may be such that there's no solution to them or in a way more non-achievable here and now. Dans son livre, Streeck, c'est bien pire que le fédéralisme canadien. Streeck dit « Le capitalisme est maintenant dysfonctionnel et voué à échouer.
Et au lecteur qui dit « Ouais, on fait quoi d'abord? » Il dit « Je ne sais pas. » Et donc, j'ai certaines propositions, mais j'admets que les choses ne sont pas simples. Voilà, il vient juste de partir, c'est dommage. Mais le gouvernement du Québec, dans les années de Philippe Couillard au pouvoir, et Jean-Marc Fournier a été au centre de cette démarche-là, a produit un grand document pour dire « Québécois, notre façon d'être Canadien », qui essayait de relancer la conversation au Canada entre les différentes parties. Moi, j'ai été très critique de ce document-là à sa publication, mais je dois reconnaître que c'était quand même une volonté d'ouvrir la discussion. Et je me sers de cette image-là pour dire, le premier point, dans le fond, dans le traitement, c'est il y avait un panel hier qui parlait de la situation des peuples autochtones, et il y a une des panélistes qui a dit, la question numéro 1, c'est la reconnaissance. Et je pense que c'est vrai pour les Autochtones, c'est vrai pour le Québec aussi. C'est l'enjeu numéro 1. C'est l'enjeu à la fois le plus facile à régler et le plus difficile. Ah oui, puis ma photo c'était Mme Wilson-Reboux et M. Trudeau dans des meilleurs moments. C'était il y a un an environ, au moment où le gouvernement annonçait son cadre législatif pour les peuples autochtones. Et visiblement, ils ont connu des jours plus heureux qu'aujourd'hui. Mais la situation est un peu bloquée maintenant. Donc, 1, reconnaissance. 2, revenir à un certain équilibre fiscal. Citation canonique de Kenneth Weir qui dit pour être autonome, les provinces doivent avoir des revenus à la hauteur de leurs compétences. Les provinces ou les États membres, ou ça dépend de la fédération, les Landers, etc. Et citation de Robin Baudouin et Anwar Shah dans un livre important sur le fédéralisme fiscal, qui reconnaissent, tout économistes qu'ils sont, qu'il n'y a pas de théorie qui nous permet de dire c'est quoi le bon mix, le bon équilibre entre les revenus fédéraux et les revenus des provinces. Ce qu'on sait par ailleurs, et ça c'est important de le reconnaître, M. Chartrand en a parlé hier aussi, les provinces au Canada sont vraiment des quasi-pays d'une certaine façon. Il n'y a pas de fédération dans les pays riches ou dans le monde en fait. Il n'y a pas de fédération où les revenus autonomes des États membres, ou des provinces dans notre cas, sont aussi élevés dans le pourcentage des revenus totaux. Et donc, les provinces accaparent déjà des revenus, une partie importante des revenus, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de déséquilibre fiscal. Ça veut juste dire que les compétences des provinces sont à la hauteur, et notamment en santé et en éducation, ça monte tout le temps. Et les provinces, déjà, le budget des provinces est accaparé très lourdement par la santé, et ça va juste aller en augmentant. Donc, on est déjà rendu loin sur cette voie-là, mais on n'est pas rendu assez loin, finalement. Et dernière proposition, inspirée à la fois d'une chercheure, je ne suis pas trop sûr si c'est américaine ou indienne, ou américaine d'origine indienne, ou indienne qui travaille aux États-Unis, mais Prerna Singh, qui est à l'Université Yale, je pense, qui, comme notre hôte Daniel Bélan, a travaillé avec André Lecourt sur les relations entre le nationalisme et la protection sociale. Et le travail de Mme Singh m'a fasciné beaucoup, pas parce que j'ai trouvé meilleur que celui de Daniel, mais parce qu'elle parlait de l'Inde, un pays dont je ne savais rien avant de commencer. Et elle montre comment le Kerala notamment, ça je savais, mais le Tamil Nadu aussi, sont beaucoup plus généreux et efficaces dans la protection sociale, en dépit du fait qu'ils sont très pauvres, ils sont tous des États très pauvres, que l'Uttar Pradesh, l'Uttar Pradesh, c'est l'Ontario de l'Inde. Les Uttar Pradeshois se définissent d'abord comme des Indiens et voient toute la vie politique comme étant la politique nationale. Ils n'ont pas cette identité forte au niveau
de l'État qui existent au Kerala et au Tamil Nadu. Et moi, la compréhension que j'avais avant de lire Mme Singh, c'est que le Kerala était plus généreux parce que la gauche, les communistes étaient au pouvoir souvent au Kerala. Et c'est vrai, mais pas au Tamil Nadu. Et l'explication qu'elle retient, c'est plutôt le sentiment de faire partie d'une communauté cohésive qu'elle appelle sous-nationale, parce qu'elle ne veut pas remettre en question l'unité de l'Inde. Mais elle montre le lien, ce lien qui a été montré par Daniel et André pour l'Écosse, pour le Québec, vaut également en Inde. Et ça m'a amené à réfléchir sur, en lien avec la question que j'ai soulevée tout à l'heure de la taille. Il y a plusieurs théories qui disent, et on l'a vu, je vous ai montré les résultats brièvement, les petits pays ont tendance à être plus cohésifs, ce qui va dans le même sens que la théorie de Mme Singh. Et là, vous devez vous demander de me croire sur parole. Mais la relation entre la taille et les indicateurs d'inégalité et de redistribution vont tous dans le sens attendu. Les petits pays ont moins de pauvreté, sont moins inégalitaires, font plus d'efforts pour réduire la pauvreté et sont plus généreux à l'aide sociale aussi. Et à ma grande surprise, et là, encore une fois, vous êtes obligé de me croire, j'ai fait un modèle multivarié pour contrôler pour toutes sortes de variables autres. Et notamment, j'étais convaincu quand j'ai commencé que l'effet des petits pays, c'était surtout l'effet de la représentation proportionnelle. Or, ce n'est pas le cas. Il y a un effet taille qui survit même quand on tient compte des dépenses sociales, du parti au pouvoir, de la force des syndicats, etc. Et donc, il y a quelque chose à dire pour la cohésion d'une société. Et je pense que le Canada a un problème de ce côté-là. Et ici, j'ai repris le graphique que j'avais tout à l'heure, où on voyait le Canada qui était, je vous disais, le plus petit des grands. Puis j'ai rajouté le Québec, j'ai triché un peu, fait du Québec un genre de pays de l'OCDE honoraire. Et on voit que le Québec est plus petit et redistribue davantage. Et je pense que les Québécois savent ça instinctivement. Et ça contribue à consolider l'identité nationale au Québec et la volonté de faire les choses par soi-même. Ceci étant dit, quand j'ai mis ces diapositives, je n'avais pas vu le budget encore, mais on change de gouvernement au Québec et on peut se poser des questions sur le devenir du modèle québécois. Mais si on en juge par le budget d'hier, la CAQ est inscrite, pour l'instant en tout cas, dans la continuité des libéraux qui étaient eux-mêmes dans la continuité du Parti québécois. Donc, il y a une espèce de assez vaste consensus au Québec sur la protection sociale. Les différences vont ressortir avec le temps, mais pour l'instant, on se maintient. Ceci étant dit, là, c'est ma dernière diapositive pour vrai. C'est-tu la dernière? Oui, je pense que oui. Le contexte mondial, politique mondiale, on en a parlé un peu hier. La montée du populisme, le scepticisme des électeurs face aux grands programmes sociaux, aux grands projets sociaux, aux projets qu'on appelait des projets de société au Québec, nous atteint également. Et là, il y a plusieurs démonstrations qui pourraient être faites de ça, mais les grands partis sociaux-démocrates qui sont au premier chef, ceux qui ont fait de la redistribution une politique importante, sont en déclin presque partout. Les grands partis de centre-droit également, pensons Angela Merkel. Donc, les partis du centre sont en difficulté. Au Canada, ce n'est pas le cas, ni au Québec, ni au Canada, mais on ne peut pas exclure que la situation se présente. Et il faut rester vigilant et se souvenir de la citation que j'ai mise au début de mon étudiante. Si on se pense bon, pourquoi s'améliorer? Merci beaucoup. Fait qu'on a 10 minutes pour les questions.
Graham Fraser, j'ai trouvé votre citation de Mario Dumont assez intéressant que, selon moi, dans la psychologie collective des Québécois, la souveraineté est déjà faite. Est-ce que c'est pas vrai depuis assez longtemps? Oui. Moi, je me rappelle une conversation avec un collègue journaliste pendant la campagne de 76 où je suis arrivé tout fraîchement de Toronto. Je ne connaissais pas bien, mais ce qui m'a frappé, c'était les différences. Et je me suis dit que j'ai dit à un collègue que Robert Bourassa aurait dû avoir comme slogan de campagne « La souveraineté, on l'a déjà ». Puis la réponse que j'ai eue, si Bourassa l'avait dit, personne n'aurait cru. Donc, moi, je pense que ce sentiment de différence, ce sentiment de souveraineté, ce sentiment de ne plus être perturbé, dérangé par le reste du pays, c'est agrandi depuis des années. C'est pas quelque chose qui est arrivé immédiatement l'année dernière. Je suis parfaitement d'accord. Bourassa parlait de la souveraineté culturelle, hein, pour financer un peu cette question-là. Mais non, je suis parfaitement d'accord. Ce qui m'a frappé dans la citation de Mario Dumont, c'est qu'il écrit ça, évidemment, dans un contexte où l'option souverainiste est en déclin, en difficulté. Et il dit dans sa chronique, il donne des arguments un peu, et il dit finalement, on est à peu près rendu là. Et il dit aussi, s'il y avait un référendum aujourd'hui, je voterais probablement oui. Et donc, puis Mario Dumont est très proche du gouvernement au pouvoir actuellement. Donc, il y a comme une signification particulière à cet énoncé-là. Mais c'est vrai que c'est une tendance qui est forte. Et de temps à autre, et c'est arrivé cet automne, avec ce qui est arrivé aux institutions francophones en Ontario, les Québécois se rappellent de leur solidarité avec les francophones ailleurs au Canada et sont comme porteurs de cette mémoire-là quand même, de ce lien qui existe toujours, mais la plupart du temps, ils n'y pensent pas trop. Bonjour. Vous avez dit qu'à la sortie de la politique d'affirmation du Québec, vous aviez été critique de la politique. Je me demandais d'élaborer là-dessus. C'était quoi vos critiques? La critique, c'est que je trouvais que la critique principale, il y en avait deux critiques. La première, c'était que je trouvais que le document, tout en identifiant les obstacles, ne prenait pas toute la mesure des obstacles. Donc, offrait, en disant finalement, bon, on va engager une conversation. Et en disant ça, dans le fond, c'est un document qui était plus tourné vers les Québécois que vers les Canadiens. C'est-à-dire qu'on disait aux Québécois, bien, patientons et parlons un petit peu de ça avec les Canadiens, puis peut-être qu'un jour, ça va changer. Mais il n'y avait pas un horizon stratégique très, très crédible. Et la deuxième critique que j'avais concernait le fait que le document revenait aux conditions posées par le Québec par Meach, pour Meach, les 5 conditions de Meach. Et ces conditions-là sont en partie désuètes, notamment en ce qui concerne le pouvoir fédéral de dépenser pour les programmes à frais partagés. Ça n'existe plus, les programmes à frais partagés. Et donc, moi, j'aurais trouvé plus utile que le document refasse un peu le cheminement que la Commission sur le déséquilibre fiscal avait fait pour aller un peu plus loin là-dedans, être plus ambitieux dans le partage des ressources fiscales. On pourrait faire ça, effectivement. Mais actuellement, c'est pour ça que j'ai appelé la conférence Naviguer à vue, on ne voit pas très bien non plus ce que le gouvernement Legault envisage, à part des demandes un peu ponctuelles. Bon, il y a la question de un impôt, un seul rapport d'impôt fait au Québec. C'est un gros projet. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'ouverture à Ottawa pour ça.
mais les perspectives sont des perspectives de demande ponctuelle, il me semble, mais ça va être au gouvernement de préciser un peu ses intentions par la suite. Alain, thank you very much. It's a tour de force and a lot to take in. I enjoyed that slide, or a little puzzled by it maybe, about une facture institutionnalisée. And but Guy Laforêt's comment at the bottom was very puzzling to me. And so can you just clarify, maybe I didn't follow you entirely, are you saying these sorts of agreements, these sort of attempts at, either settling issues between Canada and Quebec in this kind of, large agreement way, ended in 2005, so ended with the beginning of the Harbour era? No. So the list is incomplete, maybe? Well, Guy Laforêt was even more than most of us struck by the 1982 patriation of the Constitution, and he put much hopes in the Meech, not so much Charlottetown, but Meech, I think, to restore, as many people did. And the conclusion he reaches from this is that we're still in Canada. It's not very far from that of Mario Dumont. We're still in Canada, but we're not quite in it. Martin? Alain, tout au long de la conférence, depuis 2 jours, on a beaucoup entendu parler des tensions, de la fracture au-delà du Québec, c'est-à-dire avec, entre autres, l'Alberta. Les données qu'on vient de voir confirment un peu ça. Tu ne parles pas du tout de ça dans ta présentation. Alors, je serais curieux de t'entendre là-dessus parce que ta présentation va un peu à contre-pied, si je la comprends bien, de l'esprit de la conférence. C'est vrai. Et donc, je serais curieux de t'entendre sur l'esprit de la conférence à la lumière de cette réflexion-là. Bonne question. J'ai beaucoup appris dans cette conférence-là. J'admets, puis là-dessus, probablement que je suis très québécois dans mes réactions, que je ne suis pas très ému par la colère des Albertains, parce que j'estime que leurs problèmes sont de leur propre fait largement. Ils ont choisi collectivement de ne pas payer de taxes de vente, de payer peu d'impôts sur les revenus. Et là, ils se retrouvent en déficit parce que le prix du pétrole baisse. Et ils voudraient qu'on ait de la peine pour eux, mais moi, j'en ai pas. Ma lecture de la situation, c'est, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'idée de la malédiction des ressources, c'est que le pétrole, notamment, contribue à la mauvaise gouvernance et même mine la démocratie. On a vu, pendant 2 jours, on a eu cet argument-là qui, moi, me choque en disant il faut continuer de pomper du pétrole et de le transporter parce que c'est avec ça qu'on va payer nos soins de santé et avoir un État-providence généreux au Canada. Moi, ce n'est pas ma vision des choses. Je pense que si on veut se payer un État-providence généreux, il faut qu'on se le paie. Et il n'y a aucun argument qui justifie, à mon avis, de dire c'est pas comme si on était un pays démuni qui a rien d'autre que son pétrole, même si ce serait pire, en fait, si c'était le cas, mais on est assez riche pour ne pas compter que sur le pétrole. Et donc, c'est vrai que ça ne m'émeut pas tellement les difficultés de l'Alberta. Et c'est pas parce que j'aime pas les Albertains, j'ai vécu 4 ans en Alberta, mais je vois ça comme un problème récurrent qui est une marque un peu d'insensibilité par rapport à la situation ailleurs au Canada. Pas très gentil, mais...
So you said that there may not necessarily be easy solutions to all this, but I feel like part of reaching that solution is trying to understand where the problems come from, what the origin or the source of that is. So what would you say would be the roots of the problems we see in Canada when it comes to being behind so many Western European countries? The roots of... So you said that, at least the graphs show that when it comes to the Gini coefficient, for instance, that Oh, yeah. Canada has greater inequality, or... Well, because we have organized our institutions in a way that is, we make less efforts and we get the results that are to be expected given the efforts we make. And I believe we make less efforts because we have less solidarity with each other. And this is anchored into tensions in the Federation, and not so much in federalism as such, but in tensions that undermine solidarity. So would that imply that the tensions here are greater than the tensions in, say, Belgium or Switzerland or Germany? They're different. They are regional tensions, well, Belgium is a special case too, and they have, I would say, more tensions than we have. But in Canada, it's the politics of place that's really important. And I guess that says something for what I didn't say about Alberta. Dans les statistiques, vous avez parlé de l'aide internationale et vous avez parlé de l'aide internationale en lien avec générosité. Mais moi, j'avais cette question. Est-ce que vous pensez qu'augmenter le montant de l'aide internationale, de l'aide au développement, c'est nécessairement bon? Ou est-ce qu'on a parlé de l'aide au développement dans le pays ou est-ce que c'était l'aide au développement dehors? C'est l'aide au développement des pays du Sud global, c'est-à-dire les pays les moins riches. Et oui, je pense qu'on devrait faire un plus grand effort. Parce que je pense que, au moins, moi je connais presque rien sur ce sujet, mais je pense que très souvent quand on parle de l'aide au développement, par exemple, il y a beaucoup de soupçons à propos de comment cet argent-là est investi, comment elle est utilisée. Par exemple, je pense que j'ai lu que dans le passé, Canada était accusé, par exemple, quand elle donnait d'aide en Haïti pendant le régime de Duvalier, elle était en fait accusée de collaborer avec un régime totalitaire, etc. Donc parfois il y a un lien entre, disons, le néocolonialisme où les gens parfois pensent que quand un pays donne beaucoup d'argent mais c'est pas très bien géré, le pays donne l'argent peut-être pas par générosité mais juste pour augmenter son soft power ou avoir plus de l'influence sur les pays, sur les autres pays, donc augmenter sa présence internationale plutôt qu'aider ces pays-là. Qu'est-ce que vous pensez à propos de ça? Est-ce que vraiment on doit augmenter le montant ou plutôt augmenter la façon dont cet argent est géré, avoir plus de, disons, plus de... savoir un peu plus à propos de quel effet l'argent qui est investi fait sur ces pays-là et si les gens de ce pays sont vraiment d'accord avec ce qui se passe. C'est sûr que c'est certain que il y a des difficultés. C'est d'autant plus difficile quand l'aide va à des pays qui ne sont pas des démocraties et donc les gouvernements sont peu imputables. Donc, il y a des difficultés propres à l'aide internationale. Mais moi, je suis de l'avis de Jeffrey Sachs, qui était le conseiller aux Nations Unies de Kofi Annan, qui disait il n'y a aucune raison de ne pas donner davantage. Il faut simplement, dans le fond, s'assurer que l'argent est mieux utilisé. Mais l'aide internationale demeure pour... c'est peu de choses, mais pour rééquilibrer un peu les écarts de richesse dans le monde, demeure un outil important. Il y avait une autre question. Andrew? Ou...
Bon, je suis inspirée. Vous avez dit aussi qu'on dépense moins parce qu'on récolte moins. Oui. Mais il me semble qu'à une époque, on parlait beaucoup des dédoublements législatifs, de l'impact des chevauchements de compétences. Et puis, est-ce que c'est parce que, justement, peut-être on dépense en double? C'est peut-être ça aussi, une des problématiques. Puis, je pense que ça découle un peu, peut-être, du fait que l'interprétation des compétences législatives qui fait en sorte qu'on accepte de plus en plus les chevauchements et que le fait qu'il y a moins de compétences exclusives, que le fédéral s'occupe de quelque chose, les provinces s'occupent de quelque chose. Maintenant, pratiquement dans tous les domaines, tant le fédéral que les provinces peuvent légiférer. Souvent, il y a des dédoublements de politiques, de programmes, etc. Donc, je pense que j'ai un exemple récent. Le fédéral souhaite adopter une loi pour interdire la publicité d'aliments mauvais auprès des enfants. Et nous, au Québec, on a déjà une loi. Pardon? On a déjà cette loi-là. On a déjà cette loi-là. Donc, cet aspect-là des chevauchements et de l'impact financier, donc au-delà du pouvoir fédéral de dépenser ou du déséquilibre fiscal, est-ce que ça, c'est un autre élément de nature économique qui pourrait être redevenir à la mode? Moi, j'ai toujours été un peu sceptique par rapport à cet argument-là. Je pense que la plupart des chevauchements amènent les deux ordres de gouvernement à faire différentes choses. Et il n'y a pas tellement de... En tout cas, il y a sûrement un peu d'inefficacité, mais il y a bien des choses dans une démocratie qui ne sont pas toujours parfaitement efficaces, mais qui sont importantes. Puis, à l'encontre de l'argument des chevauchements, on pourrait parler des économies d'échelle aussi qu'on fait, qui sont plausibles. Mais je ne connais pas de très bonne étude qui aurait établi qu'il y a tant d'argent récupéré en éliminant les chevauchements, mais c'est un argument, effectivement, qui est dans le paysage depuis longtemps. Mais j'ai jamais vu une mesure convaincante de ça. On applaudit à Noël. Merci.